Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Pierrette Paris-Walsh. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission et je vous invite aujourd'hui à rencontrer une grande dame qui a fait figure de proue dans le monde de l'esthétique. Vous la reconnaîtrez, Madame Edith Sorey. Hongroise de naissance, Edith Sorey, en 1958, ouvre son premier institut de beauté à Montréal. À cette époque, la profession d'esthéticienne est pratiquement inexistante. Un an plus tard, en 1959, elle fonde la première école d'esthétique du continent américain. En 1962, Edith Sorey forme le Comité canadien d'esthéticiennes, marquant ainsi la naissance officielle de la profession. En 1965, elle publie un premier ouvrage intitulé « Femmes, qui êtes-vous » Suivront 4 autres publications du genre. En 1967, Madame Sorey est sélectionnée pour créer l'Institut de beauté sur le territoire de l'Expo. En 1992, dans le cadre des manifestations organisées par le ministère des Affaires culturelles du Québec pour le 350e anniversaire de Montréal, la photo de Madame Sorey avec la description de sa contribution figure à l'exposition de « Ces femmes qui ont bâti Montréal ». Aujourd'hui encore, Edith Sorey, par le biais de son institut et par ses nombreuses implications sociales, s'emploie à inculquer aux femmes l'art de se faire belle. Madame Sorey, parmi les milliers de téléspectatrices qui nous regardent présentement, je suis convaincue que des centaines d'entre elles voudraient savoir, voudraient être à ma place et vous demander qu'est-ce qui advient d'Edith Sorey. Bien, Edith Sorey, elle se porte bien, elle est en santé, elle est optimiste, elle se dit qu'aujourd'hui aujourd'hui et demain ça va et demain ça ira bien pour moi, ça ira bien pour les autres et pour tout le monde, et pour le monde entier. Mais je suis quand même occupée, je m'occupe, parce que voulez-vous que je vous dise, on ne peut pas rester à la maison en train de faire la cuisine du matin au soir ou faire le ménage. Quand on a fait quelque chose dans sa vie, il faut continuer d'une certaine façon, c'est ce que je fais. J'y vais régulièrement à l'école, je suis régulièrement avec mes professeurs, je suis régulièrement avec mes élèves, je pense souvent à vos téléspectatrices, qui est éventuellement les miennes aussi. Et tout ça, ça me mélange, comment je vous dirais, le passé avec le présent et avec un optimisme, l'avenir aussi. Tout survit, à moins qu'on meure. Mais comme on ne veut pas, alors on est là. Maintenant qu'on a jeté un bref coup d'œil sur votre présent, si vous voulez, nous allons parler du passé. Du passé. À quel moment de votre vie avez-vous choisi l'esthétique? Eh bien, écoutez, j'ai 3 enfants. Ces 3 enfants étaient largement nés. Le plus jeune, c'est un garçon. La plus vieille, c'est Claudia. Bien, Claudia, il avait, je pense, 5 ans à l'époque. Et ma mère, elle est arrivée, et mon père avec, de Budapest, de la Hongrie. Et puis, évidemment, maman, elle prenait le pouvoir à l'instant même, même qu'elle savait que je suis mariée, même qu'elle savait que j'ai des enfants. Et on ne s'est pas vu tout compte fait depuis 10 ans. Une fois arrivée, elle a dit que moi, la cuisine, moi, le ménage, moi, les enfants, moi, c'est... Et j'ai dit, moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Et là, j'ai dit à mon mari que, tu sais quoi, je m'en vais. J'ai toujours pensé faire une profession et... Cette profession, c'est l'esthétique. Je m'en vais, je me renseigne. Je suis partie avec Claudia, je me suis renseignée, à l'instant même, je me suis inscrite et ça y est, ça a commencé. Et j'ai laissé le pouvoir à maman et moi, j'apprenais ma profession qui était l'esthétique, le visagisme, le maquillage, l'électrolyse, le massage du corps. Fur et à mesure que le temps avançait, je ne voulais plus du tout arrêter. J'adorais ça. Mais vous savez ce que j'ai adoré là-dedans? Ce n'est pas seulement l'exécution du travail, j'adorais être avec les gens. Et j'ai vite compris que tout compte fait à travers ma profession, je peux aider les gens. Parce qu'il y a des gens il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs. Déjà à l'époque, ça a toujours existé. Et de mauvaise humeur, n'ont pas de la force de se dire que moi je suis quelqu'un de bien. Et je me disais, bien, alors moi, à travers mon métier, à travers ma profession, je vais les aider. Je vais leur faire voir leur visage, je vais leur donner courage et ils vont pouvoir parler, bavarder avec moi, se vider, autrement dit. Un échange entre eux, un échange entre moi. Ça, c'était l'esthétique, c'était le départ. Et j'étais motivée, je suis encore.
Et où est-ce que vous avez fait vos études alors? Mes études, j'ai fait à Paris. J'ai fait chez Dr Petoureau, qui était l'école esthétique numéro 1, puisque c'était l'école moderne, vous savez, officielle, organisée, qui n'existait pas avant. Bien, j'ai fait mes études d'esthétique là-bas et j'ai fait le visagisme chez Fernand Aubry. Et à quel moment avez-vous choisi le Canada? Alors, le Canada, c'était... C'est bon, cette question. Le Canada, c'était 57. Je suis arrivée en 58, mais c'était 57. Parce qu'on se disait avec mon mari que on est jeune, on a 3 enfants qui sont très jeunes. L'Europe, bien, j'habitais la France pendant 13 ans, puisque mon mari il est français. Alors, l'Europe, c'était la guerre froide. Les Américains d'un côté, les Russes de l'autre côté, au-dessus de nos têtes, et nous, on s'en sortait de la guerre, quand même. J'ai dit, les enfants, c'est pas la peine qu'ils revivent ça. Moi non plus, nous non plus. Et on a dit, bon, alors, départ. Départ où? Départ, l'Amérique. Alors, moi, j'ai dit à mon mari, je lui avais dit que le Brésil. Alors, il m'a dit, le Brésil, il n'en est pas question. Le Brésil n'a pas un équilibre convenable. Le gouvernement, c'est une fois ça, il n'y a pas de sécurité. Il n'en est pas question. Mais le Canada, qu'il m'a dit. J'ai dit, le Canada, c'est pas froid. La Hongrie était froid aussi. Il dit, oui, mais tu prendras habitude. D'ailleurs, tu as habitude. J'ai dit, d'accord, partons. Où? Montréal, la province de Québec. J'ai dit, formidable, c'est la langue française. Donc, il ne faut pas que je me casse la tête pour apprendre l'anglais. Non, parce qu'à l'école, déjà, j'ai appris l'anglais. Mais disons que ce n'était pas ma force. Oui? Et à ce moment-là, l'esthétique, ça rimait à quoi au Québec? Alors, l'esthétique. L'esthétique ici n'existait pas. L'esthétique en Amérique du Nord n'existait pas. Vous voyez? Et moi, j'ai dit au consulat de Paris, au consul à l'époque, où on est passé, évidemment, et on a passé 1 heure avec lui, quand il m'a posé la question que, quel est votre métier à vous, madame? J'ai dit, moi, je suis esthéticienne toute fière. Il a dit, alors, donnez-moi des explications, qu'est-ce que c'est? Oui. Il fallait que j'explique ce que c'est. Et là-dessus, il m'a dit que vous allez avoir beaucoup de succès. J'ai dit, monsieur, vous ne savez pas une chose. J'aurai beaucoup de succès parce que, normalement, c'est une profession, tout au moins les gens le prennent comme ça, que c'est du superflu. Oui? Mais moi, je vais la démocratiser. Et ça va être là la différence. Et oui, j'aurai du succès. Parce que moi, je vais aider tout le monde. Je vais même leur faire leur budget. Et je vais les enseigner. Bon, mais c'est ça que j'ai fait. Enseigner. Et vous avez ouvert votre première école Oui, en bon, 59? c'était rue de la Montagne. Oui. Oui, 2160 rue de la Montagne. On était là pendant 25 ans. Et alors là, ma vie a commencé. J'adorais ça. J'adorais mes élèves, j'adorais les enseignantes, j'adorais le public qui venait. Et j'adorais qu'il fallait à chaque bout de champ que je répète ce que c'est l'esthétique, ce que nous faisons. Qu'est-ce que c'est? Alors ça y est. À ce point que souvent ça m'est arrivé que plus tard, par exemple un jour sur la rue Sainte-Catherine, j'entends Madame Serret, je me retourne et il y a 2 motards qui sont habillés, vous savez, motards. Bon, ils sont habillés et puis ils me disent « C'est comme ça qu'on se nettoie le visage ». Et je me suis retournée. J'ai dit « C'est comme ça ». C'était formidable cette époque. Et vous donniez des cours, mais les cours s'adressaient au grand public ou à des... Non. Le cours de l'école, c'est former des professionnels parce que c'est en vain que je prêche moi seul pour le public, oui, s'il n'y a pas de suite. Et une suite, c'est mes élèves, c'est eux qui sont les porte-drapeaux après moi. Vous comprenez? C'est comme dans l'armée, ouais, c'est vrai. Je ne peux pas me déplacer à droite et à gauche et constamment. Je voulais enseigner et je voulais former des esthéticiens. D'ailleurs, vous voyez, Québec, mes élèves de Québec, alors pendant des premières années, c'était une forteresse de l'esthétique. Et dans les autres provinces, tout de suite, il n'y avait rien. Pendant des années. Jusqu'au jour que j'ai ouvert l'école de Toronto. Non, mais avant Toronto, c'était l'école de Québec aussi, de la ville de Québec. Alors là, j'ai fait le voyage entre Montréal, entre Québec, verglas ou pas, tempête ou pas. Moi, sur la route, je partais, franchement, et je me disais que si, Edith, tu as choisi ça, il faut que tu ailles jusqu'au bout et il faut que ça soit un succès pour tes esthéticiennes.
Et une fois qu'elles sont sur le marché du travail, il faut qu'elles gagnent d'une façon agréable leur vie. Et c'est à ce moment qu'on a vu proliférer les instituts de beauté, Édith Sorey, un peu partout. C'était à ce moment, mais quand vous parlez du moment, vous savez quand c'était? Il y a longtemps. Il y a longtemps, alors. Il y a longtemps, je ne sais même pas, 30 ans, peut-être plus. Oh, là, je partais dans les écoles, je partais faire des conférences. J'arrêtais pas pour faire savoir alors au public ce que c'est l'esthétique. Et pourquoi l'esthétique? Parce qu'il y a une raison. Ben ça, c'est une autre histoire. Il y a une raison pour faire l'esthétique. D'abord, de s'accepter, de s'aimer. Oui? Ensuite, cette société veut que de la jeunesse. Tout juste qu'il ne tue pas les vieux. Non, ben, franchement. Alors, la jeunesse, c'est le corps et c'est l'âme. Mais comme les deux sont inséparables, alors, moi, je faisais plus ou moins les deuxièmes aussi, l'âme, le soin de l'âme aussi. On ne peut pas être seulement belle ou s'accepter point de vue physique en disant je suis une belle fille ou une belle femme, ça ne suffit pas. Il faut avoir du cœur. Il faut avoir du cœur, il faut savoir donner, il faut avoir la patience, il faut aimer, aimer. Voilà, c'est ça le mot. Le succès vient rarement seul. J'imagine que vous avez eu des défis à relever, des obstacles à franchir. Comment réagissez-vous dans ce moment-là? Vous l'avez dit, le mot succès. Ce n'est pas un succès, c'est un succès pour moi, puisque le choix était fait par moi. Donc, je ne voulais pas plaire à personne. Je voulais me satisfaire, moi, en disant, si tu l'as choisi, fais-le bien. C'est tout. Et le succès, le mot à reprendre, ça ne vient pas seul. Dans tout métier, je pense, les gens doivent, s'ils sont motivés, s'ils veulent, il faut travailler pour. Mais il ne faut jamais perdre l'idée de l'enthousiasme et de la motivation. Maintenant, des mauvais moments, bien sûr, c'est la vie. Que voulez-vous que je dise? Une fois c'est en haut, une fois c'est en bas, mais je n'avais pas de catastrophes, jamais. Vous savez pourquoi? Parce que les gens m'ont aimé et parce que moi je les ai aimés. Je n'avais pas de catastrophes, mais j'avais des mauvais moments, bien sûr. Et je me suis dit, essaye à ranger, si tu peux. Et si tu ne peux pas, dis-toi bien que tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, à partir de là, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est un autre jour, on verra demain. Et parallèlement à vos activités professionnelles d'esthéticienne, vous avez publié des livres. Vous avez fait des émissions de télévision aussi, sur les deux réseaux, français et anglais. Quel genre d'émissions faisiez-vous? Écoutez, c'était toujours autour de la beauté. Vous parlez des livres, oui, mais les livres aussi, c'était ça. Sauf le dernier où, un jour, il y a un éditeur qui me dit que, bon, mais ça fait 25 ans que vous êtes là. Voulez-vous écrire vos souvenirs? J'ai dit, mes souvenirs, je suis pas prêt à encore faire mes souvenirs. Mais si vous voulez, je vais essayer de les ramasser jusqu'ici, mes souvenirs. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai ramassé mes souvenirs. Évidemment, tous ne sont pas là-dedans. Mais les autres livres, c'était toujours sur une discipline volontaire de la beauté et l'équilibre de l'âme avec le physique. Bon, ben c'est ça. C'est ça. Et j'aimerais que vous nous parliez de vos émissions de télévision, de radio. Mes émissions de Vous avez fait des entrevues. Les émissions de télévision, bon, c'était pas mon métier. Non. Alors, si c'est pas votre métier, et je chante pas, mais je chante dans la salle de bain comme tout le monde, mais pas sur le podium, et je danse pas. Et j'ai jamais aimé apprendre des choses par cœur. Donc, c'était toujours spontané. Ça me faisait peur à mourir. J'ai commencé dans la ville de Québec. Je suis rentrée au Canal 4 un jour, il y a si longtemps, ça fait peut-être cette fois-ci 34-35 ans, c'est sûr. Et j'ai demandé voir le directeur des programmes et je lui avais dit, monsieur, je vous propose quelque chose. Voilà, je me suis proposée. Je me suis proposée pour le public. C'était ça l'idée des émissions, vous voyez, pour les enseigner, c'était ça. En même temps, j'avais déjà l'école de Montréal et Québec. Et alors, un jour, il y a M. L'Herbier qui m'a demandé, il a dit que, bon, ben, jusqu'ici, c'était dans la ville de Québec, maintenant, revenez à Montréal et faites-le tous les jours. J'ai dit, tous les jours, monsieur, je ne peux pas.
comment voulez-vous? Je ne peux pas donner mon visage tous les jours pour le public. Je ne peux pas avoir des idées de quoi faire tous les jours. Et mon accent. Il dit, votre accent, c'est ça qui est important. J'étais tout étonnée. J'ai dit, comment ça? Il dit, parce que quand les gens se lèvent pour prendre un verre de quelque chose ou faire pipi, eh bien, ils mettent peut-être éventuellement plus fort l'écouteur, bon, la télévision, pour entendre justement votre accent. Ça les intrigue. Je ne sais pas si c'était ça. Mais l'émission passait pendant très longtemps. Même en anglais, c'était ce qu'on appelle coast to coast, de l'Atlantique au Pacifique. Alors là, mon anglais était si mauvais. Et j'ai reçu, et c'est vrai, hein, et j'ai reçu des lettres en disant que surtout perdez pas votre accent. J'ai dit, mon accent, ça m'est égal, mon accent, c'est pas ça. J'arrive pas à m'exprimer, c'est ça qui ne va pas. Je suis restée longtemps aussi. Et parmi les personnalités que vous avez interviewées, parce que vous avez Oui. interviewé des gens très célèbres, est-ce qu'il y en a une personnalité en particulier ou une personne en particulier qui vous a marqué, qui vous a impressionné? Vous avez un souvenir? Oh, j'ai pas mal de souvenirs comme ça, mais chaque fois et après chaque émission, je me suis dit que tout compte fait, il était gentil. Bon, Omar Sharif, par exemple. Ben, évidemment, j'ai dit, Omar Sharif, c'est quand même quelque chose. Il y a 10 ans, 15 ans de ça, c'est quand même quelque chose. Et je l'avais interviewé, c'était à Paris, chez lui. Ben, tu rentres dans leur maison, c'est quelque chose. Il y avait la princesse Impressioneno, mais avoir un peu peur, oui. Il y avait la princesse de Parme, il y avait des grandes têtes, bon, à part les acteurs Belmondo, j'en sais rien, il y avait une tas, Daniel Darieux, il y avait beaucoup. Mais il y avait aussi d'une autre couche, donc il y avait des grands couturiers en masse. Et ça m'a énervé dans le sens qu'ils sont très gâtés, ces grands couturiers, ils se prennent pour Dieu sait qui. Et moi, je ne peux pas supporter ça, parce que pour moi, dans ma tête, et pour moi, toute la vie, tout le monde est pareil. Alors qu'il soit grand couturier ou prince, ça m'est égal. Non, impressionnée, j'ai jamais été. Mais je me disais, qu'est-ce que je fous là? Mais j'avais des préférences pour les choses. Vous parlez Non. J'adorais, par exemple, le Colisée. Il y avait les employés du Canal 4 contre le Canal 10. Bien. Hockey sur glace, et c'est moi qui ai mis cette espèce de... Comment ça s'appelle? La rondelle? Oui, la rondelle sur glace. Et il y avait l'hymne national. Il y avait 15 000 personnes archi-pleines. Moi, en bas, avec les duchesses. L'hymne national, en chantant, et je me disais, mais ça se peut pas. Combien c'est formidable et combien je suis gâtée. Ce que j'ai jamais ressenti, même quand j'étais avec la princesse truc machin, ça ne m'intéressait pas particulièrement. Je le faisais parce qu'il fallait que je ramène ces émissions à Télémétropole, c'est tout. Par ailleurs, vous avez ouvert à la beauté des horizons nouveaux. Vous avez visité les hôpitaux, vous avez rencontré les personnes âgées, les handicapés, vous avez donné des cours de maquillage aux sourds-muets, aux aveugles. J'aimerais que vous nous parliez de cette expérience. Alors ça, vous savez, ça c'était une période que j'ai beaucoup aimée, mais je ne le faisais pas seule. J'ai amené l'école, j'ai amené mes filles avec moi, les classes. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais que mes filles, alors justement, comprennent que le physique n'est pas tout. Le physique est très important, puis c'est notre carte d'identité, ce que l'autre voit quand il nous voit pour la première fois. Mais ensuite, le monde a un autre visage aussi, un autre côté. Et comment peut-on aider? C'est pour ça que je les ai amenés avec moi partout. Les prisons, oui, effectivement. Les gens âgés, effectivement. Et tout. Pourquoi les prisons? Parlons-en. Et, bon, je faisais Tanguay, prison des femmes, d'accord. Mais je faisais Archambault, maximum. Comment je me suis retrouvée là-dedans? Et régulièrement, et pendant 15 ans. Alors, la première fois quand je suis allée, les détenus m'ont dit que, vous savez, Madame Sorey, j'ai des cheveux gras.
qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai des boutons, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, écoutez, franchement, il ne fallait pas se retrouver là. Vous manquez d'oxygène et votre nourriture, ce n'est pas tout ce qu'il faut pour la santé. Il ne fallait pas se retrouver. Mais parlons-en d'autre chose. Et de quoi il fallait que je parle? De ma famille. Ça les sécurise. Parce que c'était ma raison pourquoi j'allais. Parce qu'un jour, ils se retrouvent dehors. Et quand ils se retrouvent dehors, et dans la société encore une fois, il faut absolument qu'ils soient un peu changés, amadoués, leur âme. Il faut qu'ils voient le monde un peu différemment pour plus se retrouver là-bas. Et pourquoi les vieux? Pourquoi les gens âgés? Parce que les gens âgés sont abandonnés par les jeunes et c'est assez minable cette situation. Parce que les jeunes sont, ben, je les aime, c'est vrai, mais pas mal égoïstes. Moi. Mais elle aussi, elle était moi, pourtant il t'a donné. Alors, vas-y, maintenant c'est ton tour. C'est ça que je voulais faire voir à mes élèves, par exemple. C'est des choses importantes. L'humanité est importante. Il n'y a pas seulement moi, pourtant je m'aime. Il y a l'autre aussi. Et le troisième et 10e, et c'est ça qui fait la société. Dans le cadre du 350e anniversaire de Montréal, votre nom a été retenu et vous êtes nommée comme bâtisseuse. Est-ce que vous considérez cet honneur comme un couronnement de carrière? Je ne peux même pas vous répondre là-dessus. Je ne sais même pas quoi vous dire. Je le garde pour moi. Vous comprenez? C'était mon plaisir, c'était ma joie, c'était bon pour moi. Oui, dans ce sens, comme vous l'avez posé la question. Mais si je raconte avec 2 mots seulement à mes élèves, ils n'ont pas de réaction. Mais pourquoi? J'ai rien contribué. J'ai contribué seulement peut-être, je ne sais pas moi, la reconnaissance de la femme pour qu'elle se reconnaisse, pour qu'elle soit plus sûre d'elle, pour qu'elle ose, pour qu'elle avance, pour qu'elle fasse. C'est tout ce que j'ai fait, parce qu'à partir qu'on s'aime, on peut. C'est ça. Et c'est tout ce que j'ai fait. Oui, pour moi, c'était important, cette époque. Oui. Alors, vous êtes satisfaite de votre vie? Tout à fait. Tant pis pour les mauvais jours, je les oublie, je ne veux pas le savoir. La vie est quelque chose. La vie, ça, il faut la vivre. Il faut la vivre comme ça vient. S'il y a des moments qu'il faut qu'on se défende, eh bien, on se défend. Mais il y a plusieurs moyens de se défendre. Il y a le moyen drastique, fort, c'est pas la meilleure. Il y a aussi le moyen de la douceur et l'amour. Et le partage. Peut-être c'est plus fort, peut-être c'est mieux. Et à ce moment-là, à la fin, on dit, bon, ben, j'avais pas besoin de me bagarrer tout le temps. De toute façon, c'est pas mon tempérament. J'aime, et c'est ça mon tempérament. Amour. Et selon votre expérience et votre point de vue, quel est le plus bel âge de la femme? Je pense que si on est bien équilibré et normal, alors c'est tout âge. Parce que tout âge a une explication. Quand on est bébé, on est bébé. Quand on devient plus grande, on devient adolescente. Ça passe. Ensuite, on a un amant ou on a un mari. Bien, de toute façon, c'est une autre étape. Et les enfants, c'en est une autre étape. Et quand il n'y a plus cette étape, il y a entre ça quand même un certain travail, carrière, ce qu'on choisit et espérons bien. Oui. Ensuite, il y a l'étape, ce qu'on appelle, ça c'est misérable appeler comme ça, l'âge d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout âge est en or et en diamant et en pierre précieuse si on sait utiliser. On ne devient jamais vieux, c'est pas vrai. La vieillesse est un chiffre officiel fait par la société, par d'autres gens, en disant que tiens, elle est vieille. Et alors, si j'étais pas vieille, j'aurais dû me suicider quand j'avais 20 ans. Mais comme j'ai choisi la vie, eh bien, je suis plus jeune. Vous reste-t-il des rêves à réaliser? Des rêves? Vous Oui. savez, on a toujours des rêves, mais je ne m'accroche pas particulièrement dans mes rêves. Non, je suis bien. Je n'ai pas besoin d'avoir des rêves. Quoi? Voyager et faire autre chose? Ouvrir une autre école? Non, merci. Non, merci. Et parce que les jeunes aussi, ils disent, ma vie, c'est ma vie. Oui? Ils oublient que la mienne aussi, c'est ma vie. Alors, si je suis comme ça avec ma vie, c'est à eux de reprendre et faire voir ce qu'ils savent faire.
tant que je vis pour que je vois s'il savait, s'il pouvait ou il s'en foutait. Et il ne faisait rien. Dans les moments difficiles, Édith Sorey, à quoi vous raccrochez-vous ou à qui vous raccrochez-vous? Ah, d'abord mon mari, c'est certain. C'est un long mariage, ça. Très long mariage. Et c'est un long mariage avec une bonne entente qui est encore exceptionnelle. Dommage que c'est exceptionnel, parce qu'au fond, un mariage, c'est l'amour, évidemment, mais c'est l'amitié, c'est l'entente, c'est échange, c'est confiance. Il ne faut pas faire des rêves, c'est pas le prince ou la princesse charmante ou charmeur, c'est pas ça. C'est la vie, c'est notre compagnon. Et il faut aller jusqu'au bout, parce que si on change, ça ne veut pas dire que ça va être mieux. Oh non. Donc il faut parler, il faut s'aimer. En terminant, Édith Sorey, si je vous demandais de donner un conseil aux gens de notre âge. Ah non, ne me parlez pas d'âge. Pas avec moi. Il n'en est pas question. Pas d'âge. Alors écoutez, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette entrevue. Vous êtes charmante et c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et bonjour à tout le monde. Mesdames, Messieurs, j'espère que cette rencontre avec Édith Sorey vous a plu. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.